Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La parole est encore à l'équipe de défense de Nunchea. Vous pouvez poursuivre. Président, bonjour à mesdames et messieurs de la Chambre. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aurais une demande de clarification par rapport à votre décision de tout à l'heure. Oui, allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à préciser que nous maintenons du côté de l'équipe de Kyo Sampan que nous n'avons pas de questions à l'égard de ce témoin. Néanmoins, par rapport au calcul du temps qui a été fait pour la répartition entre les équipes de défense, je pense que c'est un problème qui peut se poser ultérieurement et c'est pour ça que je souhaitais avoir les lumières de la Chambre. Lorsque ce témoin a été interrogé par messieurs les coprocureurs et les avocats des parties civiles, il me semble qu'il a commencé à être interrogé en fin de matinée lundi et toute l'après-midi de lundi après-midi. Et aujourd'hui, dans les calculs retenus par la Chambre, j'ai cru comprendre que nous n'avions nous-mêmes que... enfin, qu'en tout, il s'agissait de 2 heures et quelques minutes d'interrogatoire. Alors j'entends bien qu'initialement, la durée de ce témoin était prévue pour une demi-journée d'un côté de la barre et une demi-journée de l'autre côté de la barre. Mais compte tenu du fait qu'il y a eu une extension de temps pour les parties civiles et les coprocureurs, et compte tenu également que monsieur le juge Lavergne a pris quelques minutes du temps de la défense pour interroger le témoin, je voulais m'assurer que pour la suite et pour aujourd'hui également, il y avait vraiment une vraie parité entre les parties. J'entends bien, encore une fois, que vous êtes bien sûr juge de la pertinence des questions qui sont posées, mais au niveau de la répartition du temps, je pense qu'il est important que l'équité soit respectée entre les parties et je tenais à faire cette observation maintenant parce que le calcul tel qu'il résulte de votre décision de tout à l'heure ne me semble pas équitable entre les parties. Voilà. Le président, l'accusation, vous avez la parole. Le coprocureur international. Monsieur le Président, je voudrais que ce soit signalé que l'audience du matin dure 30 minutes de plus. Donc même avec les questions du juge Lavergne, nous avions eu en tout 2 heures pour interroger ce témoin. Et la défense a disposé également de 2 heures. Donc je pense qu'il est inexact de dire que la défense a disposé de moins de temps. Je note aussi que la défense de Nunchea a choisi de prendre environ une demi-heure pour poser des questions concernant les exécutions au centre de sécurité, question qui ne fait pas partie du dossier 00201. Et a non pas une fois ni 2 fois, mais 3 fois décidé de répéter une requête malgré le fait que la Chambre se soit déjà prononcée. Le Président, merci de ces observations. La Chambre informe les parties que la répartition du temps est absolue. Que ce soit plus 1 minute ou moins 1 minute pour les parties. Cela fait presque 1 an que nous suivons cette procédure. Comme vous avez pu le constater, la Chambre s'efforce de réduire le temps pris par toutes les parties
par des questions sans pertinence. La Chambre, si elle estime que les questions sont importantes et pertinentes, est disposée à prolonger le temps imparti à l'une quelconque des parties. Et ce matin, nous avons constaté que certaines questions étaient dénuées de pertinence. Par exemple, les questions posées aux témoins concernant son entretien avec Henri Locard. Certains extraits de l'entretien de Henri Locard ne sont pas clairs concernant ses sources. Les questions posées doivent être en lien avec les faits devant la Chambre. Depuis le début, la Chambre rappelle aux parties qu'il faut interroger ce témoin concernant la mise en œuvre de la politique concernant la première évacuation. Le centre de sécurité de Pongror n'est pas mentionné dans l'ordonnance de clôture. Vous avez posé d'autres questions concernant l'administration locale et il me semble l'avoir déjà rappelé à l'ensemble des parties. Les juges de la Chambre ont délibéré avant de citer ce témoin à comparaître ici. Nous n'avons pas pris de décision quant au nombre de minutes exactes imparties à chaque partie. Ce n'est pas le sens de la décision. La défense de Nunchia, vous pouvez poursuivre. Nous nous efforçons d'être juste et équilibré vis-à-vis de l'ensemble des parties et c'est aux parties de choisir les questions à poser aux témoins. J'essaie de faire preuve de patience pour permettre à tous les parties d'interroger un témoin donné. Maître Pau. Merci, Monsieur le Président. Avant de continuer, pour être tout à fait clair, est-il exact de dire que nous, l'équipe de défense de Nunchia, dispose d'encore 10 minutes et qu'ensuite l'équipe de Yangsari disposera de 10 minutes supplémentaires pour poser des questions? Le Président. La Chambre s'est déjà prononcée sur cette question. Cela devrait être clair depuis l'audience de ce matin. Veuillez ne pas répéter ce type de question qui ne fait que perdre du temps. Maître Pau, essayons tous de faire preuve de patience, Monsieur le Président. Je vais reprendre mes questions en partant du principe que je dispose d'encore 10 minutes. Mais je dois d'abord formuler une demande de clarification. Avant la pause déjeuner, j'ai demandé aux témoins s'il avait déjà dit aux enquêteurs du BCGI, s'il leur avait déjà parlé de pression qu'il aurait subie de la part de personnes en position d'autorité. Et vous avez jugé cette question sans pertinence, Monsieur le Président. Afin de pouvoir formuler mes questions correctement, pourriez-vous m'indiquer pourquoi cette question est dénuée de pertinence? Est-ce que le fait de savoir si une quelconque pression a été exercée sur le témoin est dénué de pertinence ou est-ce que dans certaines circonstances, je peux poser ce genre de questions? Le Président. Depuis le début, nous n'avons constaté aucune indication suggérant que le témoin
et subi des pressions exercées par les autorités. Lors de son audition par les co-juges d'instruction, rien ne laisse entendre une telle chose. Pour cette raison, le témoin n'a pas été autorisé à répondre à cette question qui est sans fondement. Maître Pau, merci Monsieur le Président. Cela clarifie les choses. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucune mention dans le procès-verbal d'audition d'une pression exercée sur ce témoin. Néanmoins, ceci figure sur l'enregistrement audio de l'audition qui était à la disposition de l'ensemble des parties, y compris de la Chambre. Ma question, Monsieur le témoin, est la suivante. Avez-vous parlé aux enquêteurs du BCJI d'un certain Ta Chun? Réponse. Je n'ai pas mentionné le nom de cette personne. Je n'ai pas mentionné ce nom aux enquêteurs. Une question. Avez-vous mentionné une autorité ou un officiel de district chez qui vous vous serez rendu? Réponse. Je n'ai jamais parlé d'une visite au village et je n'ai jamais mentionné de nom à ce sujet. Question, encore une fois, nous avons le problème d'un Hollandais qui essaye de parler le Khmer. Je voudrais demander à mon confrère national, Maître Son Haroun, de prononcer le nom correctement afin que nous comprenions bien de quel nom il s'agit. Maître Son Haroun. Chong. Maître Pau. Encore une fois, avez-vous parlé aux enquêteurs du BCJI d'une personne dénommée Chong? Réponse. En 1991, le dénommé Chong m'a présenté Henri Locard. Mais je n'ai pas mentionné son nom à l'équipe d'enquêteurs lors de mon audition. Depuis mon entretien avec Henri Locard, je n'ai jamais mentionné le nom de Chong. Je répète, il y avait une personne, un certain dénommé Chong, qui était présent au moment où j'ai accordé un entretien à Henri Locard. Question. Avez-vous dit aux enquêteurs du BCJI que ce monsieur Chong vous a mis de la pression afin d'influencer vos déclarations? Réponse. Quant au dénommé Chong, je ne me souviens pas avoir mentionné son nom à l'équipe d'enquêteurs.
Je ne me souviens pas si j'ai mentionné ce nom aux enquêteurs lors de mon audition. Question. Avez-vous dit aux enquêteurs du BCGI que ce monsieur Tiong a exercé des pressions sur vous? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Question. Merci. J'aimerais rafraîchir la mémoire du témoin en faisant jouer ce court extrait de son audition avec le BCJI qui dure moins d'1 minute. Dans cet extrait, le témoin parle de ce monsieur Tiong et dit avoir subi des pressions de sa part afin que le témoin ne parle que des bons points. Une fois qu'on aura entendu l'enregistrement et que le témoin aura confirmé qu'il s'agit bien de sa voix, il pourra ensuite éclairer la Chambre concernant la manière dont ces pressions ont été exercées et pourquoi ceci est important pour tester la crédibilité du témoin et comprendre ses sources de connaissances. Je demande donc à ce qu'on puisse entendre cet extrait qui est prêt à être joué. Le président, l'accusation, vous avez la parole. Le co-procureur international. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection de principe à ce que l'enregistrement soit joué. Néanmoins, mon confrère mentionne un incident ayant eu lieu en 1981 qui me paraît être de très peu d'importance à l'heure d'aujourd'hui. Et si la défense souhaite que les enregistrements audio soient actés dans la transcription, ils peuvent demander une transcription à ce moment-là, plutôt que d'être ici au prétoire et d'essayer de comprendre les enregistrements. Une procédure existe. On peut demander à ce qu'il y ait une transcription de l'enregistrement qui fasse partie de la transcription des procédures. Et je propose que ce soit la meilleure solution plutôt que d'essayer de comprendre des enregistrements au prétoire. La défense. Monsieur le Président, rapidement, la question des enregistrements audio est une question dont nous avons longuement parlé. Et nous ne savons pas toujours quels seront les enregistrements audio qui s'avéreront pertinents. Tout dépend des réponses données par le témoin. Si le témoin avait simplement reconnu avoir parlé de M. Tiong et dit avoir subi des pressions, nous n'aurions pas eu besoin de faire jouer l'enregistrement. Mais lors de l'interrogation d'un témoin, ce genre de besoin peut se présenter. Et je voudrais d'ailleurs féliciter la Chambre d'avoir décidé ce matin d'écouter cet enregistrement. Je pense qu'il est très important que la Chambre et le public comprennent le déroulé de ces auditions avec les enquêteurs du BCGI. Cela ne prend pas beaucoup de temps et le temps passé à en discuter aurait pu être passé à entendre cet extrait d'1 minute. Tout aurait été clair et nous aurions pu avancer déjà. Donc je demande encore à la Chambre de nous autoriser à jouer cet extrait intitulé Pressure. Et nous pouvons le faire très rapidement avec votre autorisation, Monsieur le Président. Le Président. Veuillez indiquer à la Chambre la partie exacte de l'enregistrement dont il s'agit et donner le minutage afin que la Chambre puisse se prononcer et donner des instructions à l'unité audiovisuelle. La défense, il s'agit de l'enregistrement audio qui commence à 1h38 minutes et 40 secondes.
Et si j'ai bien compris, le responsable de l'audiovisuel dispose déjà de l'extrait et est prêt à le jouer. Le président, allez-y, l'unité audiovisuelle, veuillez faire jouer l'extrait audio à la demande de l'équipe de Nunchia. La partie qui commence à 1h38 minutes et 40 secondes. So I did not speak in detail. But theខ្ញុំរាយការណ៍ពេលនេះក៏ខ្ញុំថាការចងចាំរបស់ខ្ញុំមិនបាន 100% ទេគឺថាមានកន្លែងខ្លះវាคลิกឃ្លាំងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាលោកចង់ជួបខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងរនឹកឲ្យអស់ទៅដល់មិនឲ្យមាននៅសល់កន្លែងណាទេគឺថាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ to clarify on any point. Thank you, Mr. President. La Défense, merci, Monsieur le Président. Je remercie la Chambre de nous avoir autorisé d'écouter cet extrait. J'ai une question à titre de clarification. Vous parlez de pression que vous avez subie de la part de Ta Chung. Pouvez-vous expliquer à la Chambre le genre de pression que M. Ta Chung a exercé sur vous? Réponse. Oui, j'ai entendu ma voix mentionner le nom de Ta Chung qui m'a mis de la pression pendant mon entretien avec Henri Locard. Il ne voulait pas que je rentre dans les détails. Ta Chung a dit que si je donnais plus d'informations à Henri Locard, que je ne recevrais plus d'argent de sa part. C'est ainsi qu'il a exercé de la pression sur moi en me demandant de ne pas rentrer dans les détails. Et je me souviens de l'avoir mentionné aux enquêteurs. Comme je l'ai dit, ma mémoire n'est pas très bonne et ce n'est qu'en entendant l'enregistrement que cela me revient. Maître Pau, merci de ces clarifications. Il ne me reste plus qu'une dernière question, si j'en ai encore le temps. Steve Heder,
qui est un expert engagé par le bureau des co-juges d'instruction, a écrit qu'il exerçait au plus haut niveau, que le plus haut niveau de la chaîne de commandement semblait avoir été le district, et les secrétaires de parti de district avaient une responsabilité clé dans les décisions et ont conduit à des exécutions partout dans le pays. Monsieur le témoin, bien évidemment, vous ne pouvez pas témoigner d'exécution à l'échelle du pays, et vous ne pouvez pas non plus donner une opinion concernant les écrits de Steve Heder. Je ne vous demanderai pas de le faire. Mais hier, ou plutôt lundi, vous avez dit, pour vous citer à la page 99 de la transcription en anglais, à la page 79 en khmer, vous avez dit, et je vous cite, comme indiqué, concernant le carnet, ce carnet devait passer par le niveau du district qui avait le dernier mot pour dire si les faits reprochés aux individus étaient graves ou pas. Et le chef de district décidait du traitement réservé à ces personnes et décidait de leur exécution ou de leur libération ou de la durée de leur détention. Voici ma question. D'après votre expérience, est-ce que la réalité était ainsi et que c'était le district qui prenait des décisions sur le traitement réservé à ces gens et qui décidait s'ils devaient être exécutés? Le président témoin, veuillez attendre l'accusation. Vous avez la parole. Co-procureur. Monsieur le Président, nous nous opposons à cette question. Il n'y a aucune raison légitime pour la défense de commencer sa question en citant Steve Heder, si ce n'est que d'essayer d'influencer le témoin. La Chambre le lui a rappelé à plusieurs reprises et malgré cela, il continue à faire preuve de ce genre de comportement inapproprié. Deuxièmement, il a choisi un extrait de la déposition du témoin et a déformé ses propos. On a demandé au témoin si les chefs de district devaient demander l'autorisation de l'échelon supérieur et le témoin a indiqué qu'il ne savait pas s'il devait demander une telle autorisation. Donc, pour ces deux raisons, nous nous opposons à cette question. La défense. Monsieur le Président, je m'offusque de la manière dont cette objection a été formulée. L'accusation vient de souffler la réponse au témoin en disant qu'il prétend ne pas savoir si le district devait rendre des comptes à l'échelon supérieur. Je n'ai pas choisi un extrait de son témoignage dans mon propre intérêt. Je sais juste de savoir ce qu'il savait et ce qu'il a vécu. C'est d'ailleurs ce que tous les témoins sont censés dire. Je sais que parfois l'accusation veut présumer que les témoins aient davantage de connaissances qu'il n'est réellement. Et j'essaie juste de savoir ce que lui savait. Et ce témoin est là et peut nous dire ce qu'il a vécu. La question est simple. D'après ce que lui a pu comprendre, est-ce que les décisions sur les exécutions et le traitement des prisonniers étaient prises au niveau du district? Quant aux conclusions tirées de ces réponses, bien cela attendre nos observations finales. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais que le témoin puisse répondre.លោកវិទ្យាលោកក៏បីរៀបចំនៅសំណួរឡើងវិញហើយលោកមិនក៏បីសួរសំណួរភ្ជាប់ទៅអ្វីដែលជាស្នា
Le président. Maître, évitez d'établir un lien entre vos questions et les publications de Steve Eder. Des questions doivent être posées aux témoins au sujet de l'administration locale qui était la sienne. Vos questions ne sauraient dépasser ce cadre-là, car dans ce cas, le témoin ne pourra pas répondre. Et il n'y a aucune raison que la Chambre vous autorise à poser ce genre de questions. Une fois de plus, Maître, vos questions doivent viser à recueillir des informations qui sont en possession du témoin concernant l'administration locale au niveau des districts sous le Kampuchea démocratique, par exemple. Ce n'est qu'ainsi que le témoin pourra déposer. La défense. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de simplifier les questions. Monsieur le témoin, sur la base de votre expérience personnelle sous le régime des Khmers rouges, est-ce que c'était le chef de district qui décidait si des gens étaient exécutés et qui décidait de la manière dont les gens étaient traités? Réponse. S'agissant des rapports concernant les listes de prisonniers, lesquels étaient envoyés au bureau de district, je comprenais que cela ne relevait pas du niveau du district. C'était à Tutankun de voir. Lui prenait cette liste de prisonniers et la communiquait au bureau de district. Je ne savais pas si cette liste était ensuite communiquée aux autorités supérieures pour décision. Cela, je n'en savais rien. Ce que je savais, c'est que la liste était envoyée au bureau de district et c'était à ce bureau de district de décider d'envoyer cette liste plus haut ou non pour recueillir une décision éventuelle sur le sort réservé aux prisonniers. En plus, ce que je savais, c'est que ces noms de prisonniers figurant sur la liste, qui étaient marqués d'une croix rouge, correspondaient aux gens à exécuter. C'est ce que je savais à l'époque. Mais à nouveau, je ne sais pas si cette liste de prisonniers était ensuite relayée plus haut au niveau du secteur pour décision. Cela, je n'en savais rien. La défense. Merci. J'en ai terminé. Au nom de Maître Sonaroun et en mon propre nom, merci beaucoup pour vos réponses. La question est peut-être sans objet à présent, mais j'aimerais qu'il soit donné acte du fait que l'accusation n'a pas eu 2 heures d'interrogatoire, car elle a commencé hier, donc elle a eu 1 heure de plus. Et ce matin, ce ne sont pas seulement quelques minutes qui ont été utilisées par le juge Laverne, mais bien 1 demi-heure. Donc, si la défense de Yangsari manque de temps, je vous propose de tenir compte de mes remarques. Le président. Je donne la parole à la juge Sylvia Cartwright. La juge. Je veux simplement relever que ce procès concerne des allégations très graves pesant contre les 3 accusants, les accusés restants. Si l'on perd du temps en se demandant si telle partie ou telle autre partie a 3 minutes, 5 minutes ou un quart d'heure pour interroger un témoin, c'est autant de temps de gaspiller. Une décision a été rendue, le président a bien dit
qu'il voulait être équitable envers toutes les parties. Je vous prie de cesser de traiter de ces questions mineures. Le président. À présent, je vais laisser la parole à la défense de Ieng Sari, qui pourra interroger le témoin. Maître An Udom, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à l'équipe de l'accusation et aux autres parties, ainsi qu'aux membres du public dans la galerie. Bon après-midi également à vous, Monsieur le témoin. Je m'appelle An Udom. À ma droite se trouve Maître Michael Carnavas. Nous sommes tous deux les avocats de M. Ieng Sari. J'ai quelques questions à vous poser, pas beaucoup. J'espère que ces questions ne seront pas répétitives. J'aurai des éclaircissements à vous demander, mais avant de ce faire, j'aimerais dire que je souscris aux questions posées par la défense de Nguyen Chea. En effet, nous convenons de la nécessité de faire passer ce bref extrait d'enregistrement à l'intention des parties et de la Chambre. Ce matin, le témoin a déclaré qu'il ne reconnaissait pas sa propre voix, il ne savait plus si c'était lui qui avait été enregistré. Monsieur Chipsai, vous avez répondu aux questions posées par le juge président et par le juge Lavergne. Vous avez aussi répondu aux questions de la défense de Nguyen Chea. Il y aurait eu 2 entretiens avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Vous avez aussi affirmé qu'avant votre déposition devant la Chambre, vous avez lu vos PV d'audition pour vous rafraîchir la mémoire. Dans ce contexte, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous avez lu les PV d'audition avant de venir déposer dans le prétoire. Réponse. Avant de venir déposer devant cette chambre, j'ai lu les questions et les réponses du PV d'audition. Mais je ne peux pas vraiment vous dire dans quelle mesure j'ai relu cela. En tout cas, j'ai lu les PV d'audition. Établis par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Je ne sais plus combien de questions et réponses figurent dans ce document. La défense. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Je ne veux pas m'appesantir sur ce point, car il concerne essentiellement le fonctionnement opérationnel du bureau de sécurité, mais je vais néanmoins devoir indiquer que le bureau de sécurité ne relève pas de l'affaire actuelle. Mais puisque des parties ont posé des questions à ce sujet, j'aimerais moi aussi aborder cette question. Monsieur le Président, je sollicite votre autorisation en vue de présenter à ce témoin un document D 125/125. J'aimerais faire remettre un exemplaire papier de ce document au témoin et faire afficher également ce document à l'écran. Je ne poserai aucune question sur la teneur de ce document. J'entends seulement demander au témoin s'il connaît le témoin en question dont le nom figure sur le document que j'ai en main. Le président. Allez-y, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin.
défense. Monsieur, le document que je vous ai fait remettre est le document des 125/125. Les ORN sont les suivants: en khmer 00 22 40 60. En anglais 0024 00 39 et en français 00 24 00 44. Monsieur le témoin, une question vous a été posée par le président et par les partis. Vous avez dit avoir travaillé au bureau de sécurité de Phongro de 74 à 77. Vous avez également déclaré que vous y travailliez en tant qu'employé administratif du bureau de sécurité. Est-ce que vous maintenez vos propos? Réponse. Il n'y avait pas de poste officiel d'employé administratif. Mais je me suis dit que c'est à ce titre-là que correspondaient mes fonctions. En effet, je m'occupais de garder trace des aveux faits par les prisonniers qui étaient détenus dans ce bureau de sécurité. C'est moi qui les consignais. Dans les faits, j'étais considéré comme un employé administratif. C'était en effet moi qui m'occupais de la documentation et des archives. C'est dans ce sens que je dis que je me considérais comme un employé administratif. Question. À présent, je vous renvoie au document que je vous ai fait remettre. Je vous prie de ne pas citer le nom du témoin concerné. À la toute première page de ce document est mentionné un témoin. Est-ce que vous connaissez cette personne? Réponse. Oui. Question. Merci pour votre information. Ce témoin a été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, et ce, au même moment que votre propre audition. L'autre personne a été entendue le matin et vous-même l'après-midi par les enquêteurs. Je vous renvoie à présent à la page 4 de ce document. J'aimerais citer un extrait des déclarations de cet autre témoin. Une question est posée, à savoir qui était le chef du centre de sécurité, et vous répondez Kun. Vous dites que Niet était le président adjoint, ou plutôt l'autre dit que ces gens étaient en poste, et l'autre témoin dit que Pechui Chipse était un membre. Cela veut dire que vous étiez membre du bureau de sécurité. Qu'avez-vous à dire des propos tenus par cet autre témoin, lequel vous désigne comme ayant été membre du bureau de sécurité du district de Phongro? Réponse. Vous savez, beaucoup de gens pensent que c'était moi qui étais responsable du bureau de sécurité de Phongro. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais proche de Takun. C'est pour ça que beaucoup de gens pensaient que j'étais l'adjoint du chef Takun
à l'époque. Mais, comme je l'ai déjà dit, il y avait une organisation clandestine et mon nom ne s'y trouvait pas. Comme je l'ai dit, dans cette organisation clandestine, il y avait des gens qui étaient des membres de la Ligue de la Jeunesse, du PCK, ainsi que des membres du parti. Moi, j'étais au bureau de sécurité, mais par contre, je ne faisais pas partie de la structure clandestine des Khmers rouges. Je n'avais donc aucun rôle important à l'époque. Question. Vous dites connaître ce témoin. Quelles étaient ses fonctions au bureau de sécurité de Phongro? Réponse. Je ne sais plus quelles étaient ses fonctions exactes au bureau de sécurité. Je ne sais pas bien quelles étaient ses fonctions, mais il se trouvait près de Preisfai. Le bureau de sécurité de Phongro disposait d'une petite cellule située à proximité de Preisfai. Ce n'était pas dans le village de Phonlupo, mais assez loin du village. Et ce témoin en question était responsable des cellules en question relevant du centre de sécurité. Question. Remontons à la première réponse dans le même document. Après cela, en 1975, est-il dit, j'ai été désigné pour aller travailler au bureau de sécurité de Phongro. Vous venez de dire que cet autre témoin a pu se tromper quant à vos propres fonctions sur place. Je vais donc vous reposer ma question. Est-ce que vous réfutez les affirmations de cet autre témoin au sujet de votre propre rôle au centre de sécurité? Une fois que vous aurez éclairci ce point, je n'approfondirai pas davantage la question. Réponse. Ce témoignage sur mon rôle au bureau de sécurité de Phongro, je le rejette catégoriquement. J'étais employé administratif du bureau de sécurité, bien sûr. Je faisais partie de la petite bourgeoisie et donc je n'étais pas censé appartenir à la structure des Khmers rouges. Prétendre que j'avais des fonctions importantes au centre de sécurité, c'est tout simplement faux. La défense. Merci, je n'ai plus de questions à vous poser. Au nom de mon confrère international et en mon nom propre, et au nom de toute l'équipe de défense de Ieng Sari, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite bonne chance. Le Président. Qu'en est-il de la défense de Khieu Samphan? Avez-vous changé d'avis? Avez-vous des questions à poser à ce témoin? La défense de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la défense de Khieu Samphan, non, nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Le Président. Merci à toutes les parties. Monsieur Chipsai, votre déposition touche à présent à son terme. Vous pouvez disposer et rentrer chez vous ou à n'importe quel autre endroit. Au nom des juges,
Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris de votre temps pour venir déposer devant la Chambre. Soyez certain que votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite bonne chance et bon retour chez vous. Je demande à présent à l'huissier d'audience de prendre les dispositions nécessaires pour que ce témoin puisse rentrer chez lui. Monsieur Chipsey, vous pouvez à présent disposer. Votre avocat également peut se retirer et rentrer chez lui. Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront à 3h moins 20. Nous allons, après la pause, entendre la déposition de la partie civile TCCP 82. Suspension d'audience.